Bonjour à tous et bienvenue dans Rebond, votre émission mensuelle dédiée aux entreprises en difficulté. Nous allons étudier ensemble tout ce qui est amiable, procédure collective, gestion de crise, pour vous apporter toutes les clés afin d'affronter avec succès en fait tous les obstacles qui peuvent se dresser sur la vie d'une entreprise. Alors aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour de la gestion de la communication lorsque la situation commence à devenir complexe au sein d'une entreprise. Alors, une question que je vais pouvoir décortiquer avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Véronique Pernin. Bonjour. Bonjour Véronique. Alors, vous êtes une ancienne experte en communication financière à Wall Street et vous avez fondé en 2005 l'agence VP Strat, qui est partenaire de cette émission. Cette agence, elle a pour objectif d'accompagner, de manière sur mesure évidemment, les entreprises et leurs dirigeants, et leurs conseils aussi, en communication corporate, en relations médias, en e-réputation, pardon, et en communication de crise. Et vous êtes aussi la cofondatrice des WIR, Women in Tout à Restructuring. fait. Bienvenue sur ce plateau. Merci. À ma droite, Numa Rango. Alors, vous êtes associé du département restructuring du cabinet Franklin, cabinet d'avocats. Vous assistez les entreprises dans le cadre de la prévention de leurs difficultés, aussi la gestion des procédures collectives, sur tout ce qui est opération de distress M&A. Exactement. Merci Bonjour. beaucoup d'être parmi nous. Bienvenue. Ensuite, à ma gauche, j'ai Geoffroy Durussec. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors, vous êtes CRO. CRO, ça veut dire Chief Restructuring Officer. En quelques mots, CRO, c'est quoi? En quelques mots, ça veut dire que chez Prosphère, je fais partie du cabinet Prosphère, donc je suis fièrement associé depuis quelques jours. Félicitations. Bravo. On accompagne, on co-dirige des entreprises qui sont en difficulté ou qui ont des gros enjeux de transformation à vivre. Et Prosper a fêté ses 20 ans il y a pas très Même c'est longtemps. 23 ans. 23 ans déjà? Voilà, 23 ans, 220 entreprises accompagnées. Voilà, depuis quelques jours en effet. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Paul-Henri Audras, vous êtes administrateur judiciaire, associé au sein de l'étude AGIOP. C'est ça. Bonjour Béatrice. Bonjour. Et vous disposez d'une compétence de plus de 10 ans en matière de restructuring et de soutien et d'accompagnement des difficultés, du traitement en tout cas des difficultés dans les entreprises. Exactement. Donc je suis extrêmement bien entourée pour parler de ce sujet de communication quand la situation commence à se complexifier. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation. Je vous propose qu'on attaque direct dans le vif du sujet et qu'on se remette un peu dans le contexte pour savoir un peu amiable, procédure collective et surtout qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire quand on commence à sentir que les difficultés arrivent et surtout qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Alors peut-être quelques mots. On a la chance en France d'avoir un législateur qui, depuis 20, 25, même 30 ans, a réfléchi à des procédures de traitement des difficultés. Ces procédures de traitement des difficultés, elles sont soit amiables, soit judiciaires. Ces procédures amiables, on les utilise le plus en amont possible des difficultés. On parle de mandat ad hoc et de conciliation. On en fait tous les acteurs du restructuring depuis un certain temps la pub. Pourquoi? Parce que c'est des procédures qui marchent très bien. On va négocier avec des tiers dans un cadre très confidentiel. On va y revenir, je pense, tout au long de l'émission. L'objectif, c'est de vraiment mettre autour de la table des négociations sous l'égide d'un mandataire ad hoc et d'un conciliateur après ouverture d'une procédure par le tribunal et son président du tribunal de commerce ou président du tribunal judiciaire, et pour nous donner un cadre véritable spécifique. On va négocier avec les personnes qu'on choisit dans un temps court, rapide, efficacité, et donc c'est des procédures qui marchent bien, 75-80% de réussite. Donc on invite vraiment les chefs d'entreprise à venir dans un cadre apaisé, confidentiel, avec des professionnels du traitement de ces procédures qui sont autour de la table. Voilà, véritablement l'objectif, la confidentialité, l'efficacité. Cette confidentialité, on l'a rappelé, le législateur le rappelle à plusieurs reprises, Cour de cassation le rappelle à plusieurs reprises. Je ne sais pas si Nouma, tu veux compléter ce point-là? Mais effectivement, le point clé, c'est la confidentialité. Ça démarre, comme tu le disais, au tribunal de commerce. Ça démarre plus spécifiquement encore dans le bureau du président. Donc ce n'est pas dans des audiences publiques. Ça démarre vraiment dans un cadre très confidentiel. Et effectivement, le Code de commerce a fixé le principe de cette confidentialité. Principe de confidentialité qui est, faut le dire, de temps en temps bien galvaudé. On a des dossiers qui finissent dès à peine l'ouverture de la procédure dans la presse. Et évidemment, si le législateur a prévu un principe de confidentialité, c'est pas sans raison, c'est pour évidemment préserver le cadre très confiné des relations entre une entreprise en difficulté et ses partenaires. Et évidemment, il choisit avec qui il veut discuter, avec quel partenaire. Le principe de la confidentialité, c'est que les clients de cette entreprise ou ses fournisseurs, ses partenaires stratégiques ne soient pas forcément toujours au courant
de cette situation de pré-difficulté qu'on tente de régler. Donc le Code de commerce, plus spécifiquement l'article 611-15, a rappelé ce principe, mais on constate effectivement qu'il est violé. Donc il est aussi de bon ton de rappeler que quand l'entreprise est malheureusement fait la une de la presse, elle a aussi les moyens de pouvoir effectivement venir corriger un petit peu cette divulgation d'informations. Et quelques entreprises qui ont été malheureusement victimes de ces fuites d'informations ont eu l'occasion de saisir la justice. Et ça nous donne l'occasion de rappeler, et encore très récemment, au mois de juillet dernier, le 3 juillet dernier, la Cour de cassation est venue rappeler deux principes assez importants. C'est que toute personne qui est appelée à cette procédure est tenue à la confidentialité. Le code, enfin en tout cas c'est ce que prévoit le code, et le législateur, enfin la juridiction, la Cour de cassation a rappelé que même a étendu en fait ce principe à toute personne qui aurait cette information, même si elle est donnée par le dirigeant. Donc ça veut bien dire que toute personne qui a connaissance de l'ouverture d'une procédure, enfin de l'existence d'une procédure amiable, est tenue à cette confidentialité, qu'elle soit partie prenante à cette procédure ou pas. Donc ça c'est extrêmement important. Et la Cour de cassation est venue rappeler même le principe que c'est même la simple information de l'ouverture de cette procédure, parce que nous avions eu quelques arrêts par le passé qui venaient sanctionner le fait qu'on avait des informations plus ou moins précises dans la presse. Il y a eu un arrêt de la Cour de cassation en 2015. Exactement. Et là, la Cour de cassation vient vraiment encore renforcer en disant « vous ne pouvez même pas dire qu'il existe une procédure ». Voilà. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important pour les dirigeants qui sont sensibles à cet enjeu de confidentialité, à ce cadre. Donc voilà, le législateur en France a effectivement, comme le disait Paul-Henri, une boîte à outils qui se veut efficace, et quand les principes ne sont pas respectés, le juge vient rappeler l'efficience et ce cadre précis. Et je pense que c'est important de le rappeler, cette confidentialité, elle est quasi absolue, elle s'impose au marché, hein. Elle est opposable au marché, on n'informe pas le marché de l'ouverture d'une conciliation, même si parfois on informe l'AMF en parallèle, on n'informe pas les tiers, le principe c'est vraiment ceux qui viennent autour de la table. Il faut rappeler, peut-être pour rassurer tout le monde, que cette confidentialité, dans 95% des dossiers, elle est respectée, on négocie et l'information ne fuite pas. Parfois, dans les 5% en question, elle fuite parce qu'on a quelqu'un qui l'utilise en défense, en attaque, etc. Et c'est tout l'objet de la communication. Qui dit confidentialité ne dit pas forcément défaut de communication. Et c'est peut-être l'objectif aujourd'hui de cette discussion, savoir comment et quand on communique. Est-ce qu'on communique et pourquoi on communique ? Justement, comment on gère cette communication et comment on gère son timing justement pour éviter que ça dérape? Déjà, en fait, juste sur l'aspect de la confidentialité, sur les conciliations, malgré tout, on a vu ces derniers temps un petit relâchement sur les problématiques de confidentialité. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Cour de cassation a réitéré l'étendue de ce principe au mois de juillet. Il y a eu des groupes comme Casino, je crois, qui ont effectivement communiqué de façon assez proactive au final sur la conciliation pour expliquer qu'ils mettaient en place des solutions, mais là c'était volontaire. En revanche, la conciliation ou le mandat ad hoc, ce sont des procédures effectivement confidentielles. Les entreprises parfois se disent, bon, bah, puisque c'est confidentiel, c'est bon, il n'y a pas besoin de communication. En fait, c'est justement là où il faut anticiper la communication. Parce que pas de communication, ça se prépare, ça s'anticipe, ça se gère. Il faut comprendre que quand on rentre dans ces procédures, malgré tout, on met autour de la table un certain nombre d'acteurs. Et donc, il peut y avoir des fuites, il peut y avoir des rumeurs, parfois même des fuites manipulées. Dans certains cas, on a vu sur certains dossiers des acteurs qui faisaient fuiter pour éventuellement faire baisser la valeur du fonds de commerce dans un but de cession, par exemple. Donc, il faut faire très attention. Récemment, il y a un dossier où nous avions été appelés pour une ouverture de conciliation. On leur a expliqué toutes les procédures à mettre en place. Ils se sont dit, en fin de compte, on va pouvoir gérer. Finalement, quelques mois plus tard, la fuite sortait dans le monde avec le mot conciliation qui a pu être retiré grâce à l'arrêt de la Cour de cassation, qu'on a rappelé comme principe au journal. Mais en revanche, il y a quand même des principes à mettre en place. Donc, quels sont ces principes ? Il y a des garde-fous. Déjà, première chose, les documents que vous utilisez des noms de code pour les diffuser parce que ça va très vite. Vous sortez le document sur une imprimante, voilà, les gens le voient. Ne pas démultiplier non plus le nombre de personnes à qui vous le dites. Déjà, il y a pas mal d'acteurs autour de la table, donc c'est pas la peine de renforcer encore, de démultiplier plus. Peut-être Véronique, sur les noms de code, si je te coupe, c'est intéressant parce que ça m'est arrivé dans une réunion plénière où un banquier, ou bref, un des acteurs a partagé son écran
pour essayer de démontrer quelque chose à l'écran. Et là, on a un pop-up de sa messagerie qui est sorti avec le nom du dossier suivant. Le nom du dossier qui était malheureusement très connu. Et là, donc, tous les acteurs autour de la table, dont certains autres banquiers du groupe en question, n'avaient pas forcément l'information. Et donc là, vous imaginez l'accélération. Ah, celui-là aussi est en difficulté. Ça, c'est le problème des Voilà. visios. Il faut aussi Voilà la éviter fuite. les visios. Attention au nom de code. Rentable. Partage d'écran. C'est un bon Attention au nom de exemple. code et au partage d'écran. Il faut se former à C'est ça. un bon exemple. Deuxième garde-fou, surtout mettez en place des veilles avec une haute vigilance. Donc nous, on a des outils qui nous permettent de voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les médias en temps réel. C'est-à-dire qu'on a immédiatement les signaux faibles, de voir si effectivement ça commence à bouger ou pas. Ça, très important pour pouvoir réagir si jamais ça bouge. Et puis, le fait d'être justement dans ces procédures, il faut occuper le terrain. Il faut occuper le terrain de la communication en étant dans une communication, non pas sur les procédures, mais sur une communication sur des projets, sur une dynamique de l'entreprise en positif. On occupe le terrain en interne, en externe également. Pourquoi pas dans les médias? Parce qu'en plus, ça permet justement de montrer l'entreprise a des projets. Elle a des projets et donc ça permet d'anesthésier si jamais il y a des rumeurs négatives. Mais également, s'il y a une fuite, ça permet tout simplement de dire, bah, écoutez, oui, on vous l'a dit, on a des projets en cours, il faut bien les financer. Et donc, c'est pour ça qu'on se met autour de la table avec nos différents partenaires financiers pour pouvoir justement nous accompagner, prendre appui pour préparer l'avenir et construire le futur ensemble. Et ça tue dans l'œuf, en fait, je dirais, ça anesthésie fortement la fuite ou la rumeur négative. Et puis, dernier point, il faut quand même anticiper que dans certains cas, vous avez une homologation de ces procédures. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une publication au BODAC et donc là, un tiers peut avoir accès. Qu'est-ce qui se passe? Il ne le voit pas forcément, mais certains concurrents de l'entreprise peuvent suivre ces éléments et dire « Ah, mais tiens, notre concurrent, il était en difficulté, eh ben, on va jouer là-dessus pour diffuser des rumeurs négatives sur le marché. » Là encore, si vous occupez le terrain déjà auprès de l'interne, qui est bien aligné, auprès des médias, eh bien, en fait, ça anesthésie, ça tue dans l'œuf. Alors, on l'avait fait pour notamment une coopérative agricole il y a quelques années, où en fait, on avait vraiment anticipé, occupé le terrain très fort, parce qu'il était très inquiet, le dirigeant était inquiet de l'homologation. Ça s'est passé comme une lettre à la poste, parce qu'en fin de compte, tous les médias ont sorti que l'entreprise avait des projets, puis avait eu des bons résultats au moment du Covid, d'ailleurs, puisque l'agriculture et les coopératives, à ce moment-là, fonctionnaient bien. Et en fait, ça a vraiment aidé. À ce moment-là, il n'y a pas eu de récupération par les concurrents. Mais comment tu occupes le terrain? Peut-être, Véronique, c'est intéressant. Comment tu... Alors, en fait, il faut essayer de créer Alors, c'est là où il faut essayer de pousser l'entreprise à communiquer sur ses projets. C'est-à-dire qu'au moment où vous sentez que ça commence à être difficile, il faut montrer qu'on est dans une dynamique. Et parfois, il faut la créer, cette dynamique. Ça ne suffit pas de le dire. Enfin, le dire, parfois, ça crée justement la dynamique d'avoir à le dire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les dirigeants, avec l'entreprise, parfois avec les actionnaires également, sur quel est le projet de l'entreprise pour se sortir de ces difficultés. Bien sûr, il y a tout le traitement financier qui est fait avec les conseils et tout, mais il y a également le projet d'activité, les projets d'avenir de l'entreprise. Donc, on confronte les dirigeants et on essaie de créer quelque chose qui soit communicant. Je vais donner quelques exemples concrets. Déjà, je suis d'accord avec toi. Il s'agit de communiquer, de vendre quelque chose qui n'existe pas vraiment encore, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Véronique. D'abord, le premier sujet, c'est la communication interne. Communication interne, c'est elle qui tient l'entreprise. Voilà. On tient l'entreprise, on tient les équipes, toutes les équipes. Je parle de tout le monde, de l'ensemble des salariés, à l'usine, les vendeurs, les managers, etc. Il s'agit de tenir tout ça avec une communication qui est très proactive. Il y a un enjeu essentiel de la communication de crise et des situations difficiles, c'est de tenir l'entreprise, c'est de gérer la rumeur aussi, parce que c'est vrai qu'on parlait des fuites, mais la rumeur, c'est un enjeu essentiel. Quand on est en difficulté, tout le monde a un peu peur. Dans l'entreprise, le dirigeant, c'est quand même compliqué, on a un peu peur. Les clients, souvent, commencent à sentir que ça se délite un peu, ça devient compliqué. Les fournisseurs, voilà, les délais de paiement se tendent éventuellement, etc. Donc d'abord, il y a l'interne. Ensuite, il y a les clients. Avec les clients, c'est que souvent les clients, il s'agit d'aller les voir, d'être très proactif, d'aller sur le terrain. Et le dirigeant a une place essentielle, notamment avec les clients principaux, mais l'ensemble des clients, d'être avec les clients,
Alors évidemment, en procédure amiable, on ne peut pas tout leur dire, mais de faire du terrain. La qualité, je reviens juste sur ce que je disais sur la communication interne. Un enjeu de communication, c'est la qualité. Si on ne diminue pas la qualité, on va garder la confiance des clients et on va pouvoir tenir. C'est un enjeu d'équilibre en fait. Il faut tenir jusqu'à l'issue de la procédure, finalement au début du redressement. Puis ensuite, il y a les fournisseurs. C'est compliqué avec les fournisseurs parce qu'on a un conflit d'intérêts. Eux-mêmes sont inquiets un conflit d'intérêts. On est tous les deux inquiets en fait. Voilà. Le fournisseur, il est inquiet pour ses créances éventuelles. Et l'entreprise, quand elle s'adresse à son fournisseur, est inquiet. Éventuellement, le collaborateur en charge du paiement des fournisseurs est inquiet parce que ce que je peux dire, que ce que je ne peux pas dire à mon fournisseur, il sait bien, lui, que voilà, éventuellement, ça se tend un peu, c'est plus compliqué. Voilà, donc l'enjeu, pour moi, le premier enjeu, c'est la communication interne, car il s'agit de tenir tout le monde, un discours de vérité. Alors, en procédure amiable, on ne peut pas tout dire, mais on peut, comme tu le disais, Véronique, annoncer un projet. J'étais récemment dans une entreprise voilà, avec de grandes difficultés. Eh bien, il s'agissait voilà, ce que j'ai dit, pas diminuer la qualité, aller voir les fournisseurs, aller voir les clients pour tout tenir et ainsi tenir le temps nécessaire. Et ça demande des éléments de langage qui sont Tout à fait. communs, qui réalignent toute l'entreprise derrière un projet. Après, faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. C'est que la communication utile et le fait de faire fuiter des informations ou le fait de faire fuiter le cadre dans lequel on est peut évidemment servir de manière utile dans le cadre des négociations. Parce qu'en procédure amiable, il y a quand même des dossiers où les rapports de force sont quand même extrêmement tendus. Bon, nous, on l'a vu notamment dans un dossier, et a fortiori encore plus dans des territoires qui sont compliqués. Nous, on l'a vu par exemple sur l'île de la Réunion, dans un dossier de grande distribution, où, alors même que l'entreprise était soucieuse de maintenir un cadre de confidentialité, mais bon, la presse était quand même au courant de ce qui se passait, le CSE, à un moment donné, dans un moment un peu clé, a fait fuiter l'information que une des banques sur un pool de 8 bloquait un accord alors que les autres établissements bancaires acceptaient l'accord. Bon, CSE, qu'est-ce qu'a fait le CSE? Il a carrément divulgué l'information qu'une procédure était en cours et est allé un cran plus loin, est allé jusqu'à expliquer que la banque en question, en la citant de manière précise, bloquait l'accord. En plus, on est sur un territoire où la presse est assez réactive. Le lendemain matin, on avait le projet de une du principal quotidien local qui nous a permis, en fait, en ayant cette une un peu en primeur, de la communiquer à l'établissement bancaire pour la prévenir de ce qui allait sortir dans la presse. En plus que le CSE appelait à la mobilisation générale sur l'île de la Réunion, donc autant vous dire que ça commençait à monter dans les sphères étatiques. Et là, on a vu en fait l'impact d'une communication très ciblée, très ponctuelle, qui a complètement pour le coup échappé à l'entreprise, mais qui est passée par les représentants du personnel, enfin les syndicats. Et en une nuit, on a trouvé un accord avec l'établissement bancaire qui bloquait l'accord global. Et on lui a laissé la primeur d'ailleurs de faire son propre communiqué de presse pour contrecarrer la une du journal qui sortait. Donc c'est vrai que des fois, malgré nous, l'information fuite peut être aussi très utile. Ça peut être utile dans une négociation. Dans un rapport de force, il faut le dire, ça peut être de rompre cette confidentialité. Avec Paul-Henri, on a eu un dossier ensemble récemment où en fait on avait une filière industrielle qui était à risque du fait d'un organisme de garantie qui avait besoin d'être recapitalisé d'urgence. C'est vrai que vous m'avez appelé, je crois que c'était un vendredi, le mardi ou le mardi, je crois. On sortait une note blanche auprès du Figaro, Le Monde, Challenge, Les Échos. Et en fait, tout le monde s'est intéressé au sujet, est allé appeler l'organisme et ses actionnaires. Et en fait, dans la semaine, ça a accéléré en fait, la décision des actionnaires de recapitaliser l'organisme. Donc là, c'est vrai que c'est un jeu, c'est un levier de négociation qu'on a utilisé. Peut-être pourquoi on avait fait ça, il faut entendre qu'une négociation, l'objectif de toute façon, c'est de sauver une entreprise, la pérennité de l'entreprise. Parfois, la pérennité de l'entreprise, elle peut entraîner des risques successifs sur un marché complet. C'était un peu notre cas aujourd'hui, on avait tout un pan de marché qui était en risque. Et donc, le but de la restructuration, c'est bien sûr notre entreprise, mais c'est de parfois voir un petit peu plus large. La communication nous a permis de faire un focus un peu national sur un marché en crise et pour lequel on n'avait pas forcément de levée de bouclier de la part du gouvernement. Et on a eu une réponse assez rapide à la suite de cette communication sur un traitement précis, ponctuel, efficace,
qui nous a permis, en cascade, de traiter les difficultés aussi de notre dossier. Donc, cette communication, elle a été, dans ce dossier-là, proactive, rapide, efficace, et on a pu dérouler notre Tu peux structuration. peut-être parler de l'exemple de la Syrie Ascoval également, peut-être, comment on a travaillé Alors, c'est vrai que j'ai avec eu les j'ai eu salariés. la chance de travailler sur ce dossier il y a quelques années. Ascoval, c'était une usine sidérurgique verte, la première usine sidérurgique la plus verte en Europe. Et cette société, alors elle était plus en procédure amiable. Donc on a déjà là passé entre guillemets le Rubicon. On a traité les difficultés en procédure collective. Et cette société qui n'était pas reprise, qui était la filiale d'un groupe qui n'était pas reprise d'un plan de cession, devait vivre sa vie propre. Et donc la question, c'était est-ce que Ascoval était voué à fermer, à s'arrêter, ou est-ce qu'on pouvait créer un futur, un avenir à cette société. Et du jour au lendemain, on a décidé d'utiliser la communication, mais dans le sens proactif. C'est-à-dire on a essayé de démontrer à tout le monde que cette usine, elle n'avait pas simplement des salariés qui voulaient bloquer ou qui risquaient en fait d'être négatifs dans la reprise. On a montré par la communication que non seulement on avait une activité qui pouvait être prospère avec ce côté très green, puisque c'est une aciérie électrique et donc qui émet peu de CO2. Et en plus de ça, on a réussi à démontrer que les salariés étaient non seulement proactifs dans l'entreprise, mais étaient un actif essentiel. On a réussi à négocier très rapidement un accord de compétitivité qu'ils ont accepté quasi à l'unanimité. Et donc, on a démontré que non seulement on pouvait avoir un marché, en plus, on avait des salariés qui étaient attachés à cette entreprise. Et pendant à peu près une année, on a joué et on a essayé de créer cette histoire. Et Ascoval est un véritable succès aujourd'hui. Après 1 an et demi, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des sorties dans la presse, il y a eu des salariés qui du jour au lendemain ont été appelés à venir mettre un petit peu de pression devant l'usine avec quelques pneus allumés. Le lendemain, reçu à Bercy, les télés, la veille etc. pour les faire venir. Et donc on avait vraiment les médias avec nous. Cette mobilisation, elle a permis de faire un focus sur une entreprise qui pouvait être sauvée, et elle a permis aussi de générer des intérêts. On est allé renégocier et trouver des contrats sur le long terme pour venir charger l'activité et l'usine. Et au final, l'histoire est bonne, même si elle a pris un certain nombre d'épisodes. Et il faut revenir sur... Bon, il y a un film qui a été tourné par Éric Guéret. Qui est passé au cinéma. Qui est passé au cinéma, qui est assez intéressant. Le feu sacré. L'idéal serait quand même d'essayer d'éviter tout ça. Absolument. Voilà, l'appel que je fais, c'est d'anticiper au maximum. Voilà. En général, les difficultés, on peut quand même les anticiper. On sait qu'elles vont arriver. Voilà. On va avoir du mal à payer, on va avoir du mal à payer les fournisseurs, les salariés. Voilà. Donc le mot-clé, c'est vraiment l'anticipation. Avec la communication, bien sûr, en se faisant aider. Mais anticiper. Pour les dirigeants, c'est ça, c'est regarder à la réalité en face, savoir prendre une décision. Tu l'as dit au tout début, voilà, ne pas hésiter à se rapprocher des administrateurs judiciaires, de se faire conseiller, de leurs avocats, des personnes de la communication, des dirigeants, enfin, voilà, pour anticiper au maximum. Vous avez d'ailleurs un bon échantillon de tous les conseils auxquels vous pouvez demander de l'aide. Peut-être un dernier exemple intéressant, c'est la communication factice qu'on peut brandir dans le cadre d'une négociation en disant « attention ». Si on n'arrive pas à un accord, voilà ce qu'on sort. Ça, on l'a fait, je l'ai fait il y a quelques années sur un hôpital qui soigne le cœur des enfants. Un hôpital vraiment à la pointe au niveau mondial. Et cet hôpital avait des problématiques avec ses créanciers, notamment sur des problèmes de locaux. Des problèmes immobiliers. Et donc, dans le cadre des négociations, qui étaient donc confidentielles, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a ambiancé le dossier au niveau médiatique avec une communication ultra positive sur les qualités de cet hôpital, avec des photos très touchantes d'enfants dans les bras de leurs parents qui venaient d'être sauvés grâce aux chirurgiens, etc., des témoignages de parents, etc. On a eu des reportages qui ont commencé à fleurir dans le Parisien, le Figaro, etc. Et puis, pendant ce temps-là, les négociations se déroulaient. Et en même temps, parallèlement, on avait pris en ciseaux quelque part les négociations, parce qu'on avait créé un autre communiqué qui était factice et qu'on a brandi pour dire, voilà, par contre, ce qu'on sort, si vous décidez de fermer l'hôpital, parce que vous serez responsable de ça. Ces lits d'hôpitaux pour les enfants, ils seront fermés. Et là, en fait, on a gagné, parce que c'était intenable pour les gens en face.
pour la partie adverse. Et donc là, c'est vraiment des techniques, si vous voulez, qu'on peut utiliser. C'est un peu le revolver qu'on sort à un moment sans appuyer sur la gâchette, mais on prévient qu'on a ça en poigne. Et c'est assez puissant. Alors juste une dernière demande que j'aime bien faire à mes invités, de résumer vraiment en un ou deux mots les points clés de tout ce qu'on vient de se dire justement sur la communication, la maîtrise de sa communication quand les difficultés commencent à arriver. Je veux bien me lancer, moi je dirais anticiper. De toute façon, c'est le mot pour les procédures amiables. On anticipe l'ouverture d'une procédure amiable le plus tôt possible et on anticipe sa communication, qu'elle soit proactive ou pas. Anticipation. Ouais, moi, je dirais pas de déni, du courage. Il faut du courage pour faire face à des difficultés, les affronter, mais si elles arrivent, tu l'as dit, il faut anticiper. Et puis, courage, pas de déni, pas de politique de l'autruche. Voilà, c'est ça qui me semble essentiel. En deux mots. C'est moins facile de facile, terminer que de commencer. Non, mais en deux mots, communication stratégique. Voilà. Très bien, c'est le titre. Parfait. Moi, je dirais la communication, c'est pas ouvrir son carnet d'adresses, c'est pas des soft skills, c'est un ensemble de techniques et de méthodes au service de l'entreprise pour l'aider à se redresser. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus explorer ce sujet avec nous. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission de Rebond.